Bonjour à tous, bienvenue pour notre webinaire du jour sur le télétravail franco-suisse. En préambule, je me permets de vous présenter ou représenter pour ceux avec qui on l'a déjà fait nos meilleurs voeux de la part de toute l'équipe de la CCI France-Suisse pour une belle année 2022. Un sujet d'actualité aujourd'hui, le télétravail dans un cadre franco-suisse avec un changement de paradigme qui a été induit naturellement par le développement massif du télétravail. Alors, quand on le fait dans une entreprise, dans un pays, c'est une chose. Lorsqu'on est à cheval sur deux pays, sur deux cadres sociaux, sur deux cadres législatifs, là, ça complexifie un petit peu la donne et c'est un sujet effectivement de préoccupation. C'est un élément d'instabilité pour grand nombre d'entreprises qui opèrent sur les deux marchés. Et on a voulu, au travers du séminaire, du webinaire de ce jour, tenter de répondre aux questions que vous pouvez vous poser comme dirigeant d'entreprise pour pouvoir anticiper au mieux les changements qui vont certainement arriver. Là, on est dans une situation un petit peu particulière, mais on reviendra dessus après. L'impact, il est à différents niveaux. Il est naturellement sur le contrat de travail, il est aussi sur la sécurité sociale, il est sur l'impôt sur le revenu, donc pour les collaborateurs, mais il est aussi sur l'impôt sur les sociétés. Donc, on va vraiment s'intéresser aux deux aspects. D'un côté, les entreprises, de l'autre côté, les collaborateurs. L'impact est vraiment sur les deux côtés. Pour le déroulé de la session, on a à peu près 1 heure à passer ensemble. Le webinaire est enregistré, donc vous aurez aussi accès à un replay derrière. Et puis, on aura environ 45 minutes maintenant de présentation et puis environ 15 minutes de questions-réponses à l'issue de présentation. Donc, vous avez une box QR qui est en bas de votre écran. Ce que je vous invite à faire, c'est à poser vos questions dans cette box. Et à la fin des présentations, on prendra les questions, on essaiera de les regrouper, de les fusionner et j'assurerai la modération avec nos 4 intervenants du jour. 4 représentants du groupe Mazars. Merci à vous 4 d'avoir répondu présent et de vous rendre disponible pour les membres de la CCI France-Suisse pour faire cette présentation et répondre aux questions. Peut-être pour vous présenter rapidement, Muriel Kamerman, vous êtes manager au sein de Mazars SA, ici en Suisse. Claire Daven-Marcignac, vous êtes avocat associé au sein de Mazars Société d'avocats en France. Laurent Beauvais, directeur chez Mazars ici en Suisse, et Mike Hoffman, avocat associé au sein de Mazars cabinet d'avocats en France. Donc, vous le voyez, un panel à la parité parfaite dans les genres et à la parité parfaite dans les pays avec cet ADN franco-suisse qui nous caractérise tant. Voilà pour cette introduction. Soyez encore tous les bienvenus. Heureux de vous retrouver. Merci à nos intervenants. Et sans plus tarder, je vais passer la parole à Mike Hoffman qui va ouvrir les présentations. À toi, Mike. Merci beaucoup Romain pour cette introduction. Bonjour à toutes et à tous. Bonne année également de la part de l'équipe Mazars. Alors, pour illustrer le propos aujourd'hui, on a décidé de partir d'un cas pratique. C'est toujours ce qu'il y a de plus parlant. Pierre-Marie, on peut mettre le cas, le voilà. Il est classique. On a notre salarié qui vit en France, qui est un résident fiscal français et qui, tous les matins, en principe, en tout cas en période pré-Covid, tous les matins, passait la frontière pour aller travailler chez son employeur en Suisse. Maintenant, depuis la crise sanitaire et sans doute aussi à l'avenir, ce ne sera pas toujours le cas et notre salarié va de plus en plus souvent rester à la maison où il va travailler en télétravail. Et donc, l'objet de cette présentation aujourd'hui, c'est d'analyser très brièvement les impacts que cela va avoir sur le contrat de travail du salarié, sur la sécurité sociale. Là, on va plutôt parler des contributions sociales, où est-ce qu'il faut payer les charges sociales. On va parler de l'impôt sur le revenu qui va aussi être impacté, et puis l'impôt sur les sociétés de l'employeur. Voilà. Donc, sans tarder, je vais passer la parole à Laurent pour débuter sur les impacts sur le contrat de travail. Merci Mike. Alors, donc avec Claire, on va vous parler des impacts sur le contrat de travail. Pour ma part, je vais me concentrer sur la partie liée aux aspects du droit suisse. Et je souhaitais faire ici quelques retours pratiques sur ces éléments. Alors, premièrement, rappeler que en droit suisse, un contrat de travail individuel n'a pas l'obligation d'être rédigé en la forme écrite, même si
c'est quand même quelque chose qu'on recommande, ne serait-ce que pour avoir par écrit un certain nombre d'éléments. Et puis, ensuite, dans cette configuration télétravailleur résidant sur France, travaillant pour un employeur sur territoire suisse, bien évidemment, on se pose la question de comment appréhender cette question du télétravail. Un élément qui est particulièrement important et qui va d'ailleurs au-delà de simplement l'analyse purement juridique du contrat de travail, ça va être le pourcentage, le temps effectif de télétravail dans le cas de la relation de travail globale. Alors pour synthétiser un peu les éléments, je vous propose le tableau que vous avez en milieu du slide, de la présentation. Et j'ai décliné, je dirais, 3 niveaux de proportion de télétravail qui vont avoir, à chaque fois qu'on passe ces seuils, on va dire des réflexions assez importantes à avoir. Dans un premier temps, si on est sur une durée de télétravail de moins de 25% ou jusqu'à 25%, on pourra retenir d'un point de vue du droit du travail que on pourra rester sur notamment un fort juridique, donc tout ce qui est définition du droit applicable respectivement en cas de contestation de litige devant les tribunaux, le droit qui sera applicable. Évidemment, quand on est sur un employeur suisse, on aura peut-être une tendance à privilégier le droit suisse. Toutefois, il faudra déjà faire attention aux dispositions impératives et de droit public du droit français. Claire y reviendra en détail d'ici quelques instants. Si ce taux maintenant de télétravail augmente de 25 jusqu'à à peu près 50%, on va ajouter des contraintes en matière de sécurité sociale qui aura lieu d'appréhender. Ça fera l'objet également d'une autre partie de la présentation d'ici quelques minutes. Et puis enfin, si on dépasse ces seuils, si on va au-delà du 50%, alors là, le droit du travail français pourrait s'appliquer beaucoup plus largement. Comment dirais-je, ce qu'il faut comprendre derrière ces logiques, c'est que lorsque l'on est dans un contrat de travail international, se posera d'un point de vue du droit applicable toujours la question entre employeur et pays de résidence du collaborateur, quel est le droit applicable, et on va voir que selon les problématiques posées, on peut avoir, combien même on aura fait dans le contrat écrit une élection de droit suisse, par exemple, on peut avoir du droit français qui va s'appliquer plus largement. Donc, pour terminer sur ma première partie, revenir à quelques aspects pratiques également. Le premier, qui est, je pense, assez important, c'est une capacité à tracer le taux de télétravail, le temps passé effectivement depuis le pays de résidence versus le pays de l'employeur pour exécuter le travail. Ça, c'est important. Des pistes de réflexion sur des certificats de salaire distincts, des relevés d'heures de travailler sont des éléments importants. Dans les contrats, toujours préciser le droit applicable en cas de litige, même si cette notion pourra être revue par les tribunaux, voire peut-être même contestée différemment. Et puis, veiller aux dispositions impératives du droit public français dans le cas qui nous occupe ici. Voilà pour ma première partie et je passe la parole à Claire. Oui, merci beaucoup Laurent et bonjour à toutes et à tous. Alors, quelques aspects de droit français, puisque effectivement, je vous rappelle l'hypothèse, nous sommes en face d'un salarié qui habituellement exécute sa prestation de travail en Suisse et qui, là, est aujourd'hui contraint de télétravailler depuis son état de résidence, c'est-à-dire la France. Donc, quelques mots de droit du travail français sur le télétravail. Alors, le télétravail, qu'est-ce que c'est? En droit français, le télétravail, il a mis longtemps en fait, à arriver dans notre code, puisqu'il a mis 10 ans à être codifié après le premier accord cadre européen. Et donc, en 2012, le télétravail entre dans le code du travail et la définition qui en est posée alors est la suivante. Eh bien, c'est toute forme de travail dans laquelle un travail qui aurait pu être exécuté dans les locaux de l'employeur
est effectué par un salarié hors de ses locaux de façon volontaire, j'insiste, de façon volontaire, en utilisant les technologies de l'information et de la communication. Alors, deux remarques sur cette définition. D'abord, effectivement, le télétravail, sous l'angle légal français, c'est une forme de travail que le salarié va choisir de manière volontaire. Et deuxième chose, on voit bien que dans le texte, à aucun moment il n'y a d'élément d'extranéité, c'est-à-dire que le texte n'envisage pas le télétravail sous un aspect international ou transfrontalier, comme c'est notre hypothèse aujourd'hui. Alors, il y a eu un nouveau texte en novembre 2020 en France, un accord national interprofessionnel pris en pleine crise sanitaire. Ce texte n'envisage pas non plus le télétravail dans un contexte international, alors que les hypothèses étaient déjà connues. Alors, le code, les dispositions législatives ou réglementaires n'envisagent pas le télétravail sous un aspect international, mais aucun texte ne l'exclut non plus. Ça veut dire qu'il est tout à fait possible. Notre hypothèse, c'est donc que ce télétravail était exécuté de manière contrainte et on va imaginer que le contrat ne définit pas de loi particulière. Que se passe-t-il dans ces cas-là? Alors en France, si la loi au contrat n'est pas désignée, en France, il n'y a pas, comme Laurent vient de nous l'expliquer, de pourcentage de référence qui va prédéterminer l'application d'une loi au profit d'une autre. Ce pourcentage de référence n'existe pas. Néanmoins, et Laurent l'a dit, le salarié pourrait revendiquer l'application des dispositions d'ordre public de la loi française. Je vous en ai mis quelques exemples sur la slide, c'est-à-dire que pourrait trouver à s'appliquer la durée du travail française, à savoir 35 heures par semaine, les rémunérations minimales également, donc c'est quand même deux éléments très très importants de la relation de travail, à savoir qu'on pourrait appliquer la durée légale du travail 35 heures et donc le seuil de déclenchement des heures supplémentaires, ça serait dès la 36e heure avec une rémunération majorée pour le salarié. Qu'est-ce qui pourrait également se passer? On pourrait imaginer en application des dispositions européennes, en particulier Rome 1, en l'absence de stipulation de la loi applicable au contrat, le salarié vienne revendiquer l'application de la loi française comme étant celle avec laquelle la relation de travail ou le contrat présente les liens les plus étroits, puisque effectivement, à ce moment-là, le travail serait exécuté depuis le territoire français de manière plus ou moins importante, mais en tout état de cause, le juge français pourrait considérer que la loi, en vertu de ce qu'on appelle la thèse de la localisation objective, doivent recevoir application et donc appliquer les dispositions de la loi du Code du travail français. Donc, la recommandation, bien évidemment, et je rejoins tout à fait Laurent, même si l'écrit n'est pas obligatoire en droit français non plus, il vaut mieux avoir un contrat de travail écrit et dans ce contrat, désigner expressément la loi applicable au contrat. Alors, ce n'est pas forcément la panacée. On peut imaginer que des juridictions françaises, même dans ces cas-là, qui seraient saisies, se déclarent compétente et décide d'appliquer le droit du travail français. Néanmoins, et c'est là où je reviens à ma définition légale du télétravail, néanmoins, on pourrait quand même là argumenter sur le fait que selon la définition légale du télétravail en France, c'est quelque chose qui est choisi de manière volontaire. Or, aujourd'hui, on est dans une situation exceptionnelle qui doit être traitée en tant que telle, y compris par le juge français. J'en ai terminé et je donne la parole à Muriel. Bonjour à tous. Nous allons maintenant aborder la partie sécurité sociale qui a également un impact très important sur cette situation du télétravail de notre employé qui est résident dans un pays et travaille dans l'autre pays ou a un contrat dans l'autre pays. Pourquoi? Parce qu'en fait, il s'avère qu'en Europe maintenant, un seul régime de sécurité sociale s'applique pour le même employé. Ce qui veut dire que notre employé ne va pas pouvoir, même s'il a son activité professionnelle réalisée dans deux pays distincts, ne va pas pouvoir contribuer dans ces deux mêmes pays, mais il devra contribuer uniquement à la sécurité sociale dans un des deux pays.
On en revient donc à notre 25% qui revient régulièrement et qui a son importance au niveau de la sécurité sociale, à savoir que si ce salarié travaille dans un seul pays, il n'y aura pas de souci, il sera affilié dans ce même pays, même si ce n'est pas son pays de résidence. Par contre, si ce même salarié travaille dans plusieurs pays et qu'il est partiellement justement en activité à son domicile et dans l'autre État que celui de son employeur, ça veut dire son État de résidence, il va être affilié si une partie substantielle de son activité est réalisée dans son État de résidence. Et on considère que la part substantielle de son activité est le fameux 25% de son temps de travail. Ce temps de travail est toujours calculé en règle générale sur une base annuelle et puis il est également extrapolé dans le cas d'une activité partielle, à savoir que ce 25%, si une personne est sous contrat à 80%, par exemple, à 80%, on va faire une extrapolation pour savoir si dans le cadre de son 80%, il réalise 25% de son activité professionnelle à son domicile. Il serait affilié dans l'état de siège de son employeur, ça veut dire où se situe son employeur, s'il travaille moins de 25% de son temps dans son état de résidence. Le 25%, pour donner une idée, correspond pour un travail à 100%, à une journée de travail par semaine à son lieu de domicile. On a établi au slide suivant un petit schéma avec un exemple. Donc, on a notre employeur suisse, donc la société suisse pour laquelle notre employé travaille. Il est un salarié français. Il télétravaille bien sûr à son domicile, donc en France. Donc, s'il fait le 25% de son temps de travail, donc le moins de 25%, moins d'un jour par semaine, il va donc payer ses cotisations sociales entièrement sur l'entier de sa rémunération en Suisse. Et c'est donc l'employeur suisse qui se charge de prélever et de reverser ses cotisations de droit suisse, donc, sur la totalité du salaire à l'administration sociale suisse. Par contre, si notre même travailleur travaille plus que 25% de son temps à son domicile, l'employeur suisse va devoir s'enregistrer auprès des autorités sociales françaises, prélever et verser les cotisations sociales de droit français cette fois et non plus de droit suisse sur la totalité du salaire. Donc, encore une fois, l'entier de la rémunération sera soumise au même régime. Donc, il n'y a pas de split ou de séparation des contributions. Toutes les contributions sont calculées sur l'entier de la rémunération et payées, il y a un seul des deux pays. Et cette fameuse frontière dépendra du temps réalisé de travail dans un pays ou dans l'autre. Voilà, j'en ai fini et Claire va pouvoir passer aux dispositions Covid. Oui, merci Muriel. Alors effectivement, nous sommes dans des circonstances exceptionnelles et en fait, dès le 19 mars 2020, donc en pleine pandémie, la France et la Suisse ont conclu un accord qui a permis de neutraliser en fait les effets du télétravail réalisé de manière subie, d'accord, en raison de la pandémie. Et donc, du coup, cela veut dire que, contrairement à ce qui vient d'être évoqué par Muriel, qui représente en fait la situation normale, entre guillemets, le droit commun en fait de l'affiliation des régimes de sécurité sociale, eh bien, le télétravail qui est réalisé pendant cette période de pandémie ne va pas entraîner de modification de l'affiliation en matière de sécurité sociale, et ce, quand bien même eh bien, le télétravail serait supérieur à 25% de la durée totale de travail. Cela veut dire que le télétravail pour un travailleur frontalier peut donc être illimité sans risque social, eh bien, du moment que nous entrons dans le périmètre de l'accord, de cet accord, c'est-à-dire, et donc c'est notre point d'attention, c'est-à-dire que si ce télétravail résulte d'un accord entre l'employeur et le salarié, et donc il est exécuté de manière volontaire et non exceptionnelle en raison de la pandémie, eh bien, dans ces cas-là, on rentre dans le droit commun que vient d'expliquer Muriel. Slide suivante.
Donc, on a vu les impacts sur le droit du travail, les impacts sur la sécurité sociale, surtout en ce qui concerne le règlement des charges sociales. Maintenant, on va parler de l'impôt sur le revenu du salarié. Donc, encore d'autres règles qu'il faudra expliquer. Alors, d'abord, je vais commencer par présenter le cas normal, donc hors situation de crise sanitaire, et puis on va dire un mot sur les règles applicables en application de l'accord dit Covid. Bon, alors, pour la répartition d'imposer un salaire, quasiment tous les pays du monde sont d'accord que le salaire doit être taxé là où le travail est effectivement exercé. Donc, c'est le lieu d'exercice du travail, pas le lieu de résidence, pas le lieu où est installé l'employeur, mais le lieu où je travaille. Ça veut dire aussi que ce lieu peut changer selon que je suis dans un pays ou dans un autre pays. Voilà. Donc, vous avez quasiment tout de suite compris l'impact sur le télétravail. À partir du moment où je considère que je suis taxable là où je suis physiquement pour faire mon travail, le télétravail va automatiquement attirer une imposition dans le pays où j'exerce le télétravail. Dans notre cas, ce sera la France. On va voir, on va illustrer tout ça à l'aide de deux exemples un petit peu plus tard. Donc, c'est vraiment important de bien garder en tête que le principe général, c'est imposition au lieu d'exercice de l'activité. Il y a un régime exceptionnel que certains d'entre vous connaissent, qui est le régime frontalier. Alors attention, c'est une notion ici fiscale, la notion frontalier. Il faut que, pour être frontalier au sens fiscal, il faut que le canton en question ait signé l'accord frontalier avec la France. Et ce n'est pas le cas pour tous les cantons. Typiquement, le canton de Genève ne relève pas du régime frontalier. Le canton de Bâle, par exemple, va relever du régime frontalier. Le frontalier, c'est quoi? Le frontalier, lui, va payer ses impôts exclusivement dans l'État où il réside. Donc, c'est une grosse exception par rapport à un principe selon lequel on paye là où on travaille. OK? Alors, en pratique, ça veut dire quoi? Si je suis dans le principe, donc, fiscalité là où je travaille, ça veut aussi donc dire que si je travaille en France, les impôts sont dus en France pour les jours travaillés en France. Là, on fait un split. Contrairement à la sécurité sociale, en impôt sur le revenu, on va répartir effectivement le salaire entre les deux pays et payer dans les deux s'il le faut. Donc, nombre de jours travaillés en France, taxable en France. Comment va s'exercer cette taxation? C'est l'employeur suisse qui va devoir s'immatriculer en France pour payer l'impôt sur le revenu français, le fameux prélèvement à la source français. Voilà. En plus, l'employeur suisse est soumis à une formalité supplémentaire puisqu'il doit désigner un représentant fiscal en France. Alors, s'il a une filiale en France, il peut désigner cette filiale comme représentant fiscal. Voilà, donc ça, c'est un des gros impacts du télétravail puisque d'un coup, à partir du moment où le salarié reste en France, l'employeur suisse peut devoir les impôts en France et devoir s'immatriculer en France. Le régime frontalier, lui, pour le coup, c'est plus simple puisque l'impôt est exclusivement dû en France et c'est le salarié qui le paye. L'employeur suisse, ici, n'est pas du tout impliqué dans le paiement de l'impôt en France. Est-ce que Muriel, tu veux bien commenter du côté suisse? Oui, alors en fait, normalement du côté suisse, comme le relève Mike, l'employeur, donc s'il n'y a pas d'accord au niveau frontalier, est tenu d'appliquer un prélèvement à la source directement sur le salaire brut de son employé, sur normalement l'entier de la rémunération. Toutefois, nous avons vécu la réforme de l'imposition à la source en 2021 et cette possibilité a été allégée pour l'employeur en Suisse, à savoir que si au niveau contractuel où il a été établi que d'ores et déjà l'employeur sait que son employé ne travaille pas, on va repartir avec l'exemple de 1 jour par semaine en Suisse, il va d'ores et déjà avoir l'autorisation d'appliquer l'impôt à la source uniquement sur les 4 jours restants
de sa semaine et donc d'ores et déjà ne calculer un impôt source que sur les jours de travail réalisés en Suisse. C'est un grand changement parce qu'avant, il fallait demander une autorisation à l'administration fiscale afin d'être autorisé à appliquer l'impôt à la source uniquement sur les jours de travail suisses. Ça peut être complexe. Pourquoi ? Parce qu'il faut que ce soit contractuel, que ce soit régulier, que ce soit établi déjà à l'avance. Sinon, pour un employeur qui fait de la paye tous les mois pour l'employé en Suisse, ça peut être relativement compliqué s'il faut demander un calendrier, établir quels sont les jours qui ont été travaillés ou pas en Suisse, etc. Donc, s'il n'y a pas de possibilité de le faire de manière usuelle, récurrente tous les mois, l'employeur continuera à appliquer l'imposition à la source sur l'entier de la rémunération en Suisse et l'employé va devoir, lui, faire une demande de rectification à un stade ultérieur pour demander l'application de l'imposition suisse uniquement sur les jours de travail en Suisse. Si l'employeur, lui, n'a pas d'établissement en Suisse, qu'il aurait un employeur français, par exemple, l'employé n'aura pas d'autre choix, puisqu'il n'y a pas de débiteur au niveau de l'employeur en Suisse, que de remplir une déclaration d'impôt. Il doit donc s'enregistrer, demander un numéro de contribuable et puis éventuellement désigner un représentant fiscal également en Suisse. C'est conseillé, mais ça n'est pas du tout une obligation. Donc, quand on n'a pas d'employeur en Suisse, donc il n'y a pas de société en Suisse, l'obligation est, afin de déclarer et de payer l'impôt sur la rémunération, se fera par le biais de la déclaration d'impôt. Voilà, sur le slide suivant, on va prendre un exemple, hein, c'est toujours plus simple. Donc on a toujours notre télétravailleur français qui reste en France à son domicile 2 jours par semaine. Et on va partir du principe ici que l'employeur est situé dans un canton qui n'a pas conclu l'accord sur les travailleurs frontaliers. Donc là, on va prendre pour exemple Genève. Donc comme je le disais avant, on applique le principe, on impose là où on travaille. Donc si on passe 2 jours en France et donc 3 jours en Suisse, eh bien on va prendre le salaire relatif aux 2 jours en France, on va l'imposer en France, et le salaire relatif aux 3 jours en Suisse, on va l'imposer en Suisse. Ici, pour le règlement des 2 jours en France, c'est à l'employeur suisse de s'immatriculer en France, de désigner un représentant et de payer le prélèvement à la source. Et pour les 3 jours en Suisse, Muriel? C'est exactement l'inverse. Ça veut dire que l'employeur va calculer l'impôt. Encore une fois, s'il n'a pas la possibilité d'activer tout de suite ce calcul effectif sur les jours effectivement réalisés en Suisse, il va prendre l'entier de la rémunération, imposer l'entier de la rémunération à la source, et ensuite c'est à l'employé de faire une demande de rectification par le biais d'une demande particulière, demande de rectification de l'imposition à la source, qui se fait une fois par année. Je rappelle le délai très strict du 31 mars dans le cadre de la demande à Genève. Et il faut à cela fournir un calendrier. Les autorités fiscales genevoises demandent que l'employeur atteste de ce calendrier qui démontre des jours de travail à l'extérieur de la Suisse. Et puis, encore une fois, suite à l'entrée en vigueur de la réforme, il y a une possibilité d'appliquer les jours directement. Sinon, tout se fera après par l'employé qui va faire valoir ces jours et l'imposition uniquement sur ces jours de travail en Suisse. Voilà, alors sur le slide suivant, on va prendre un exemple du coup dans un cadre d'un canton qui a signé l'accord frontalier. Okay. Est-ce que le télétravail va avoir un impact sur le régime frontalier? Écoutez, moi je pense que oui, pour la raison suivante. Le frontalier, c'est quoi? On l'a dit avant, le frontalier, c'est celui qui vit dans un État, mais qui va tous les jours travailler en Suisse, okay, pour revenir le soir chez lui. Voilà. L'accord frontalier dit, même s'il ne revient pas tous les jours, donc il n'est pas obligatoire qu'il revienne tous les soirs chez lui, dans une limite de 45 jours. Donc 45 nuitées, si on veut, la personne peut ne pas rentrer chez elle. Or, si la personne ne s'est
pas déplacée le matin en Suisse, comment voulez-vous qu'elle puisse y rentrer? Donc, théoriquement, tous les jours passés en télétravail sont à retenir pour le calcul des 45 jours qui font que le régime du frontalier ne va plus s'appliquer. Donc, dans mon cas, je considère que le télétravail dure 2 jours par semaine. Ben, vous faites le calcul, on passe très rapidement les 45 jours avec 2 jours par semaine. Donc, à notre avis, le régime frontalier, il saute. Okay, il ne va plus être applicable à partir du moment où les 45 jours sont dépassés. Et donc, qu'est-ce qui se passe en fait si le régime frontalier ne s'applique plus? Ben, la fiscalité ne va plus être exclusivement en France, mais elle va devoir être répartie selon les règles qu'on vient vous exposer avant, c'est-à-dire en fonction du nombre de jours travaillés. Voilà. Je voudrais encore rajouter qu'il est très important dans le cadre de ces accords de soumettre en tant qu'employé à son employeur toutes les années une attestation de résidence française. Et c'est très important de le faire car elle doit être transmise à l'administration fiscale. Et sans cette attestation de résidence, l'employeur suisse est tenu à l'obligation de recommencer ou de retenir l'impôt source sur l'entier de la rémunération. Si ce n'est pas fait et si ce n'est pas complété, donc si toutes ces démarches ne sont pas complétées, il n'est pas du tout exclu que l'administration envoie une facture à l'employeur, donc à la société directement, avec un rattrapage de l'impôt à la source qu'elle aura calculé vu que les salaires sont déclarés par les employeurs et que du coup, la facture de l'imposition à la source, qui n'a pas été retenue bien sûr sur le salaire de l'employé, soit couverte par l'employeur directement, puisque ces conditions d'attestation de résidence n'ont pas été remplies. Et effectivement, cette notion, comme l'a très bien mentionné Mike, de retour quotidien à la maison est très importante, car dès que cette clause est rompue, que ce soit je retourne que le week-end ou je travaille 2, 3, voire même plus de jours, encore une fois hors Covid chez moi, va rompre cet accord et va obliger l'employeur suisse à reprendre les prélèvements sources. Donc, c'est vraiment des notions qui sont très importantes à respecter parce qu'encore une fois, les administrations fiscales parfois font des demandes de renseignements ultérieurs avec des calendriers, avec des justificatifs qui peuvent mettre et l'employé et l'employeur dans de mauvaises positions si les impôts n'ont pas été prélevés au bon endroit et doivent être rattrapés à un stade ultérieur. Voilà, donc sur le slide suivant, on va avoir justement le fameux accord qui a été trouvé pour couvrir cette période de crise sanitaire. Lui, il va, comme en matière de sécurité sociale, il va neutraliser ces impacts du télétravail. Donc, ça veut dire quoi? Alors, pour des personnes qui sont habituellement taxées en Suisse, typiquement canton de Genève, tous les jours passés en télétravail vont être considérés comme étant taxables malgré tout en Suisse. Okay? Donc, la France ne va pas taxer ces jours-là. Et puis, pour ce qui est du régime frontalier, eh bien, les jours télétravaillés ne vont pas rentrer dans le calcul des fameux 45 jours. Donc là aussi, si la personne passe son temps du coup en France à travailler en France, en vertu de l'accord, le régime du frontalier n'est pas remis en question. Il faut mentionner, c'est ça qui est important, que cet accord a été pour la énième fois prolongé jusqu'au 14 mars. Il est applicable du 14 mars 2020 jusqu'au 31 mars 2022, mais avec une tacite reconduction jusqu'au 30 juin 2022. Tacite reconduction, ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il n'est pas expressément dénoncé par les autorités, il va s'appliquer jusqu'au 30 juin 2022. Je rappelle aussi 2 choses. La première, c'est que le régime s'applique sur le volontariat, surtout celui par rapport au canton de Genève. Donc, si vous trouvez que vous êtes peut-être mieux traité si votre imposition est française, vous avez la possibilité d'opter pour une imposition française. On a vu très peu de cas l'année dernière quand on a fait les déclarations. On va voir si on en aura plus cette année. Et puis, un autre point, et Claire l'a dit aussi avant pour l'accord en matière de sécurité sociale, là, c'est un télétravail qui est subi.
Donc, l'accord vise un télétravail subi. Donc, on pense que si le télétravail a été convenu, donc contractuellement convenu, et c'est désormais une modalité d'exercice du travail, à notre avis, l'accord ne va pas s'appliquer. Donc, attention ici, l'administration pourrait dire non, moi, je n'applique pas l'accord à partir du moment où employeurs et salariés se sont mis d'accord pour installer de manière pérenne le télétravail. Voilà. Et puis, autre remarque aussi, les choses qu'on a beaucoup vues, c'est des personnes qui ne sont pas restées chez eux en télétravail, donc en lieu de résidence habituel, mais qui sont allés travailler, par exemple, dans le sud ou voire à l'étranger. Vous avez sans doute vu des cas et des articles, vous avez lu des articles sur des pays qui essayent d'attirer les salariés chez eux. Donc, évidemment, je pense que c'est aussi des cas où on ne pourra plus après prétendre à appliquer l'accord puisque voilà, on n'est pas dans une situation de gel. L'idée est le gel. C'est la personne qui est contrainte de rester chez elle. Si elle ne reste pas chez elle, je pense que l'accord là aussi ne pourra pas s'appliquer et on retombe sur la taxation selon la répartition. Voilà. Écoutez, ça c'était ce qu'on avait à vous dire par rapport à l'impôt sur le revenu. On va passer sur la dernière partie. Là, pour le coup, c'est un impact sur l'impôt sur les sociétés en matière d'établissement stable. Slide suivant. Merci beaucoup. Alors, juste pour ne pas aller trop dans la technicité, dans la définition d'établissement stable, je vais essayer d'illustrer un petit peu le sujet. Si vous voulez, en fiscalité internationale, ce qui est très important, c'est qu'on paye ces impôts là, bon, on a vu avant où on travaille ou bien où on crée de la valeur ajoutée. OK? Et c'est pareil pour les entreprises. Si moi, je suis une entreprise suisse et d'une manière ou d'une autre, je crée de la valeur ajoutée en France, il faut se dire qu'il y a peut-être un petit sujet et qu'à un moment donné, la France va vouloir taxer une partie de cette valeur ajoutée qui est produite, ou du moins le résultat fiscal, comptable, fiscal qui en découle. Voilà, et ça, c'est l'idée de la notion d'établissement stable. Donc, l'établissement stable appliqué aux télétravailleurs, ce serait quoi? On considère que le salarié en France, chez lui, constitue un établissement stable. Alors, je sais que ça peut paraître surprenant puisqu'on dit, attendez, mon lieu de domicile n'est pas à disposition de l'employeur. Oui, ça se discute, effectivement, c'est ce qu'on va opposer à l'administration fiscale. D'un autre côté, on est quand même tous d'accord que là, on est chez nous et on est chez nous en notre capacité de salarié de l'employeur. Okay, moi, là, si je fais cette présentation, je suis à la maison, mais pas en ma capacité privée personnelle, mais de Mazars. Donc, en quelque part, là, si je crée de la valeur ajoutée, ne serait-il pas légitime que l'administration française considère qu'il faut payer de l'impôt sur cette valeur ajoutée que je crée? Voilà. Donc, il faut quand même plusieurs choses. À minima, évidemment, c'est une pérennisation, une continuité. Un établissement stable n'est pas parce que je passe pendant quelques temps du temps dans un état. Donc, globalement, aujourd'hui, on est d'accord pour dire qu'il faut déjà que la situation dépasse 6 mois. Okay. Voilà, à partir de 6 mois, donc si on est dans une situation de télétravail, par exemple, qui dure plus de 6 mois, on peut se poser la question si on a, si on n'a pas installé un établissement stable dans notre pays. Voilà. Donc, on va voir comment ça va évoluer dans les années à venir. Je pense qu'avec la situation sanitaire, les autorités fiscales ne vont pas être trop exigeantes par rapport à ça. Par contre, si le télétravail subsistera et restera pérenne et les gens auront plus de flexibilité du lieu de travail où ils pourront exercer leur travail, on va avoir des sujets d'établissement stable en matière d'impôt sur les sociétés. Voilà. Donc, Laurent, peut-être est-ce que tu peux nous dire concrètement, s'il y a un établissement stable, qu'est-ce qui se passe? Alors, volontiers, merci Mike. Donc, si on passe peut-être au slide suivant. Ce qu'on va pouvoir dire, c'est la chose suivante, c'est qu'évidemment, comme l'a expliqué Mike, la question d'établissement stable, c'est une reconnaissance finalement dont l'autre pays, vu de l'employeur, ici on parle bien de la fiscalité de l'entreprise, donc on s'interroge sur l'impact que peut avoir le fait qu'on ait des employés qui télétravaillent depuis un autre pays.
Et donc, dans ce contexte, si on arrive sur cette reconnaissance de l'établissement stable dans cet autre pays, eh bien, évidemment, on aura un certain nombre de questions à examiner, tant dans le pays du télétravailleur que dans le pays de l'employeur. Voilà. Maintenant, si je me concentre sur la partie entreprise suisse qui doit reconnaître un établissement stable en France du fait qu'une partie de ses employés travaillent même à temps réduit en télétravail depuis leur lieu de résidence en France, ça veut dire que, vu de Suisse, on doit déclarer aux autorités suisses qu'une partie de l'activité économique, comme l'a dit Mike, une partie de l'activité économique se déroule depuis un autre territoire. Donc, en droit fiscal suisse, lorsque on arrive à cette conclusion, on peut, pratiquer une exemption directe du côté de la Suisse, et puis ensuite, il faudra évidemment établir un ensemble de démarches du côté français pour la reconnaissance de cet établissement stable sur France. Alors, du côté suisse, on peut faire reconnaître l'existence de cet établissement stable, on peut bénéficier directement d'une exemption de l'impôt sur le bénéfice du côté suisse, et donc ça veut dire qu'on paierait qu'une seule fois, ça c'est la bonne nouvelle, dans un monde parfait, l'impôt sur le bénéfice du côté français. Mais attention, parce que ces éléments nous amènent toujours dans des questions dans un contexte international, de faire reconnaître de manière équivalente les éléments tant du côté suisse que du côté français dans le cas présenté ici. Ça veut aussi dire veiller à ce que cette reconnaissance soit faite de manière proactive, parce que quand c'est au gré d'un contrôle fiscal diligenté par l'une des deux autorités des pays qui arrive à la conclusion qu'il y a quelque chose qui était faux dans le passé, qu'il faut donc rattraper les impôts, on veut se retrouver dans des périodes assez délicates où le risque de double imposition, le risque de devoir payer 2 fois de l'impôt n'est malheureusement pas à exclure. Alors, sur les recommandations principales, la première chose, c'est anticiper. Donc, faire ces analyses-là en amont, arriver aux conclusions qui s'imposent en application du droit. Et là, je rejoins Mike pour dire qu'il faut distinguer la période que l'on vit actuellement, où on a des accords provisoires en place voués à simplifier les choses, et à ce qui devra être quelque chose de plus déterminant dans le futur, avec une certaine résilience, récurrence des activités. Et dans ce dernier cas, évidemment, ces analyses doivent être faites afin de déterminer correctement les éléments attribués à l'établissement stable, respectivement à enlever de la base taxable de notre pays. Et puis, ensuite, surtout s'assurer de la bonne reconnaissance de ces éléments dans les différents pays. En France, on peut passer par des demandes de rescrit, et en Suisse, on peut passer aussi par des demandes de ruling. Voilà. Bah, écoutez, c'était tout pour l'exposé. Romain, le timing est parfait. Donc, on a bien 15 minutes pour répondre aux questions. Donc, Romain, on vous écoute. Merci beaucoup à tous les 4 et bravo effectivement pour le timing, mais surtout pour la qualité de la présentation. Le sujet est vaste, les impacts sont nombreux et on a réussi à avoir une photo assez précise de la situation actuelle et des impacts qu'il y aura éventuellement après le 30 juin. Néanmoins, il y a beaucoup de questions qui ont été posées. Vous l'avez peut-être vu passer dans la chatbox. J'ai essayé de les organiser un petit peu. Alors peut-être une première question pour préciser un certain nombre de taux, de chiffres. On nous demande comment est calculé le taux. Alors, a priori, c'est par année, c'est ce qu'on a compris. On voulait juste en avoir confirmation. Quel était ce taux? Certains participants ont entendu parler de 20%, notamment dans une conférence auprès de l'Union industrielle genevoise. Alors, est-ce que c'est 20%, c'est 25%? Est-ce que ça vaut pour le fiscal et le social ou est-ce qu'il y a une différence? Et puis, sur la fin des accords, 31 mars, 30 juin, quelle est la certitude qu'on a aujourd'hui? Donc voilà, déjà sur ces 3 questions-là. Alors, je peux me permettre de répondre peut-être pour la partie des sociales. Donc, des 25%, oui. Ces 25% sont indiqués dans les directives de sécurité sociale.
ainsi que dans le règlement communautaire. Donc, c'est des accords qui ont été passés et c'est clairement 25% et non pas 20% qui sont déterminants pour ce calcul et l'éventuelle bascule, si je peux me permettre, à un autre régime de sécurité sociale. Donc, c'est bien 25% qui est confirmé. Et sinon, je pense que de mon côté… Et en fiscal, on n'a pas de référence aux 25%. Hein. En fiscal, on a, comme je le disais avec Moyen Lavant, c'est vraiment là où vous travaillez. Et donc, dès le premier jour de travail exercé en France, on crée une obligation fiscale pour l'impôt sur le revenu. Donc là, il n'y a pas de seuil. Hein. Dès le premier jour, on doit payer. Pour compléter sur ces questions de taux, je pense que pour la clarté, il faut toujours faire attention. Il n'y a pas nécessairement un pourcentage qui s'applique dans toutes les disciplines. Donc, vous devez systématiquement veiller à regarder, est-ce que je parle des éléments du social, est-ce que je parle des éléments du fiscal, fiscal entreprise, fiscal particulier, voire encore éventuellement d'autres éléments liés au droit du travail. Et effectivement, faire attention de ne pas associer ces taux à toutes les disciplines parce que c'est effectivement source de confusion, malheureusement. Et peut-être une dernière précision sur le mode de calcul de ces 25%. Alors, oui, en règle générale, c'est une extrapolation de l'année. Donc, ça peut être 25% sur ces 3 mois, par exemple. Enfin, on va faire une extrapolation de l'année. Mais oui, ça peut être sur une base annuelle. Mais bien sûr, ça peut être beaucoup plus délicat si tout d'un coup la personne va réaliser son activité professionnelle groupée sur un certain nombre de jours, puis qu'après, oups, il va quand même falloir que je continue à travailler chez moi pour des raisons X à la demande de mon employeur et qu'on a déjà réalisé les 25%. Donc, je pense que là, nous sommes en train d'aider pas mal d'entreprises qui ont des grands questionnements à ce niveau-là et qui nous aident à trouver des pistes et des solutions par rapport à l'aménagement du temps de travail de leurs collaborateurs. Et effectivement, il faudrait être assez strict dès le départ ou alors avoir un projet spécifique qui d'ores et déjà prévoit qu'il n'y aura pas ce passage à plus de 25% d'activité. Mais c'est sur une base annuelle, effectivement. Merci beaucoup. On a beaucoup de questions sur l'après-accord, finalement, sur l'après-régime dérogatoire. Et ça, c'est un petit peu la boule de cristal, j'imagine, pour tout le monde. Personne n'a de réponse définitive. Mais comment est-ce que vous voyez l'évolution? Est-ce que tout ça, finalement, va nous amener plus de souplesse? Est-ce qu'on peut regarder aussi un peu ce que font les autres voisins de la Suisse? Je pense à l'Allemagne, à l'Italie, à l'Autriche, qui ont aussi des problématiques avec des frontaliers. Comment c'est traité? En fait, alors moi, je fais justement de la mobilité internationale, donc je travaille avec beaucoup de pays en Europe. Les questionnements sont exactement les mêmes. Les régimes sont stricts, en tout cas au niveau social et au niveau fiscal, s'applique la même situation sur les jours de travail, donc il n'y a pas cette notion des 25%. Au niveau européen, les 25% sociaux, donc pour les prestations sociales, et c'est un règlement communautaire européen, hein, donc il est valable pour tous les pays. Donc, les mêmes questionnements se font par rapport au télétravail, que ce soit en Allemagne, que ce soit en Italie, en Autriche et autres. Donc, quant à la souplesse de l'accord, il est reconduit, on le voit, hein, depuis 2 ans systématiquement de trimestre en semestre. Là, jusqu'à maintenant, ça sera 31 mars. Je pense qu'on doit tous, bien sûr, attendre l'évolution de cette crise pour voir s'il sera quand même reconduit. Mais je pense qu'une fois que cette situation sanitaire, on l'espère tous, sera terminée, les conditions sont très strictes. Ça, c'est certain. Au niveau social, on le sait. Ce règlement a été mis en place justement pour une harmonie européenne. En tout cas, il y a des accords qui ont été signés, donc les conditions sont strictes, oui. Donc, vous voyez peu de souplesse à l'issue du régime dérogatoire? Je ne pense pas parce que justement, il y a beaucoup d'employeurs déjà qui se posent la question de comment ils vont le mettre en place puisqu'il y a des demandes et maintenant, on a tous réalisé que c'était possible de travailler à la maison pour en tout cas tous les gens comme nous qui travaillons dans les services, donc qui ont besoin juste d'un ordinateur, hein, si je peux me permettre. Donc forcément, c'est des questions qui vont se faire et ça, je pense que ça va devoir être mis en place à l'interne dans les sociétés de manière à ne pas déroger aux règles, hein, qui celles-ci sont strictes au niveau social en tout cas, et aux problématiques d'établissement stable, aux autres problématiques que mes collègues ont soulevées également. Je pense qu'on ne doit pas
pardon, je ne pas oublier la chose suivante. Bon, certes, la situation actuelle a permis de mettre en place un régime dérogatoire et je crois qu'on peut saluer les initiatives qu'il y a eu, notamment entre la France et la Suisse, pour trouver ces accords dérogatoires. Maintenant, ça ne remet pas en cause les principes de base sur lesquels la fiscalité a été construite depuis plusieurs décennies. Je pense que la reconnaissance du télétravail pourra se faire sur certains points. Je ne suis pas certain aujourd'hui qu'il y a des lignes qui existent pour re-questionner où on impose la valeur ajoutée, comme l'a expliqué Mike précédemment. Et ces éléments, je pense qu'une fois la pandémie derrière nous, espérons que ça arrive vite, bien entendu, se reposeront. Et je ne suis pas certain qu'on trouvera énormément de souplesse à ce niveau-là. D'accord, merci. Et votre analyse de l'autre côté, vis-à-vis des entreprises que vous accompagnez notamment, c'est que elles s'organisent maintenant pour rester dans ce cadre des 25%, notamment au niveau social, pour être voilà, au niveau fiscal aussi dans les clous, ou bien est-ce qu'elles vont faire la démarche d'une affiliation sur le territoire voisin, ou est-ce que vraiment l'objectif majoritairement c'est de rester dans ces clous-là pour simplifier aussi un petit peu Alors, je peux vous parler d'expérience par rapport à une entreprise qu'on accompagne et qui est très claire au niveau interne, donc la mise en place du règlement interne. Avec les frontaliers, par exemple, cette entreprise a décidé que c'est un jour maximum et qu'il n'y aura pas de dérogation pour cet employé. Il ne pourra pas travailler plus qu'un jour par semaine à la maison dès que les conditions sanitaires le permettront. Pour éviter justement cette affiliation à la sécurité sociale en France, on en parlait justement avec Claire sur un autre sujet. Il faut aussi voir que ce sont des conditions administratives pour l'employeur suisse qui sont astreignantes. Pour l'employé, ça peut être pas forcément un avantage de payer ses cotisations sociales en France. Enfin, il y a beaucoup de problématiques qu'il faut soulever au moment où l'employeur va décider de mettre en place cette structure interne, je dirais, avec des guides, je pense, qui doivent être relativement stricts, si je peux me permettre, avec l'employé. Donc, oui, effectivement, en ce moment, on a beaucoup de questions à ce niveau-là parce qu'on sait, on espère tous que ça va se terminer et qu'à partir du moment où cette crise sera terminée, la structure devra être mise en place ou devra déjà être en place et anticipée. Encore une fois, Oui. on revient. Moi, j'ai eu des cas même un peu plus extrêmes où l'employeur exigeait clairement du salarié soit de ne pas dépasser effectivement les 25 et sinon de déménager, ou bien il allait mettre fin à la relation de travailleur. Hein. Parce que vous imaginez certains, si vous rajoutez les sécurités sociales françaises, ça devient difficile, en tout cas pour le business model, ça peut être un vrai problème. Donc, on a eu clairement des cas et là, mon client pour le coup, le client était le salarié, il a décidé effectivement de déménager en Suisse. Très bien, merci beaucoup. On nous pose également un petit peu dans la suite logique de la réflexion, c'est au niveau de la mise en application des contrôles, éventuellement des risques, des pénalités qui peuvent être prises par les entreprises. Est-ce que vous avez une idée une fois le régime dérogatoire fini, si on revient stricto sensu sur le modèle de base, quels sont les risques que court une entreprise au niveau social et au niveau fiscal si elle n'était pas en conformité? Je pense que le modèle de base, oui, on va retomber dessus, ne serait-ce que parce que ça fait maintenant quelques temps quand même que ça dure. Okay, donc tout le monde aujourd'hui a la possibilité d'anticiper, de planifier, de s'adapter. Au début, on disait bon voilà, on était tous un peu là avec des points d'interrogation et se dire qu'est-ce qu'on va faire. Bon, maintenant on sait où on va, on sait ce qui se passe si l'accord s'arrête. Donc on a quand même eu suffisamment de temps pour s'adapter. Donc une fois que les accords s'arrêteront, je suis pas sûr que les administrations françaises seront extrêmement souples. Du côté suisse, on le vit quotidiennement, même sans la pandémie. Ça veut dire que nous accompagnons des employés dans leur fiscalité pour une simple demande de rectification de l'impôt à la source, pour la demande de l'application ne serait-ce que des jours de travail en Suisse. L'administration fiscale revient en règle générale systématiquement et demande à l'employeur d'attester un calendrier. Ce qui veut dire que soit l'employeur
l'employeur, si je peux me permettre, est prêt d'attester quelque chose qui n'est pas correct, mais en cas d'audit, ça peut peut-être être problématique, soit c'est fait correctement et l'employeur atteste d'une situation réelle existante. Et si on a cette bascule des 25%, forcément l'administration va revenir. Donc, au moyen de contrôle, bien sûr, on peut peut-être passer entre les gouttes quelques temps, mais il arrivera peut-être un moment où l'administration va poser des questions ou demander des justifications et c'est à ce moment-là que ça va revenir. Très bien, merci. On nous pose une question qui est intéressante parce que je pense que ce n'est pas un cas isolé d'un salarié donc suisse, d'une entreprise suisse qui a sa résidence principale en Suisse, mais qui va régulièrement télétravailler dans sa résidence secondaire en France. Qu'en est-il? Oui. Alors effectivement, ça on en a vu pas mal. Alors là, on est dans l'ordre. Donc c'est important, hein. Résident fiscal suisse, employeur suisse. Okay, ça c'est le cas de base. Et ensuite, la personne va travailler de temps en temps en France. Okay. Donc là, on va appliquer une exception qu'on n'a pas du tout évoquée avant, que j'ai mentionnée sur les slides quand vous les relirez, c'est celle qu'on appelle la clause de mission temporaire. Donc, la clause de mission temporaire permet à une personne qui est dans exactement ce cas de figure d'aller travailler dans un autre État et de ne pas y être imposable tant qu'il ne dépasse pas 183 jours. Okay. Donc là, on va retrouver, alors pareil, c'est un autre chiffre qui revient régulièrement et qui est souvent mal compris, mais là, on revient sur les 183 jours. Donc, c'est-à-dire effectivement, si au cours d'une année, vous allez travailler 3 mois dans votre résidence secondaire dans le sud de la France, bah là, pour le coup, il n'y aura pas d'impôt sur le revenu en France, étant donné que vous pouvez bénéficier de cette clause de mission temporaire et vous ne dépassez pas les 183 jours. Les 183 jours, faites attention, il faut les regarder tant calendaire. Je conseille toujours de les regarder tant sur un plan calendaire que sur 12 mois filants. Okay, donc, toujours regarder en avant et en arrière et éviter de dépasser 183 jours. Donc, ça, c'est la règle impôt sur le revenu. Maintenant, en matière de sécurité sociale, Muriel, Claire, qu'est-ce que ça donne? Donc, résident suisse, employeur suisse, il passe du temps. Ça ne doit juste pas faire les 25%. Voilà. On est toujours à cette même période, en fait. Hein, cette période, on la voit revenir très régulièrement. Hein, cette période. Donc, toi, tu vas dire, bon, il aura les 25% parce qu'il va quand même passer 25% en Suisse. OK? Et toi, tu vas dire, bah, du coup, c'est la loi suisse qui va l'emporter. Qui va continuer, exactement. Voilà. Donc, la majorité de l'activité se fera en Suisse. Se fera en Suisse. Donc, ça, c'est voilà. Si on regarde la directive, c'est indiqué en part substantielle de l'activité. Voilà. Plus que 25%. Donc là, finalement, dans mon cas, si on reste effectivement comme ça et on ne dépasse pas en fiscal les 6 mois, bon, on est OK, quoi. Hein, voilà. Très bien. Donc, merci. Donc, vous voyez, chaque cas doit vraiment être analysé différemment. J'avais aussi imaginé le cas de celui qui est résident français, qui a un employeur suisse, mais qui ne reste pas en télétravail à la maison, mais en Suisse. Vous voyez, il y a plein dans son chalet, voilà, il y a plein de cas comme ça. Et toujours, voilà, les règles ne sont pas toujours les mêmes. C'est pour ça qu'il faut être extrêmement vigilant. Alors ça, c'est un cas effectivement qui est intéressant et je pose la question peut-être au titre de la Chambre. On a le cas de figure de frontaliers français qui travaillent pour des employeurs suisses qui sont, par hypothèse, à Lausanne ou plus loin à Fribourg et donc qui viennent faire du travail à distance. C'est plus du télétravail, mais qui viennent le faire dans notre centre d'affaires à Genève au Booster pour rester dans la réglementation telle qu'elle sera après l'accord dérogatoire. Alors ça, est-ce que ça fonctionne par exemple? Oui, parce que là, effectivement, bon, vous êtes typiquement, vous faites en sorte que la personne, on évite la France quelque part. Voilà, c'est ça, on évite ces fameux 25%. Et vous le faites en tout simplement en traversant la frontière, même si vous allez travailler dans un endroit qui a été mis à votre disposition de manière temporaire, peu importe. L'essentiel, c'est de ne pas travailler en France, du coup. Sachant que, Romain, dans un cas comme celui-ci, il resterait quand même une question purement intercantonale en Suisse à régler. Hein.
sur la dans la fiscalité. mesure où cette notion d'établissement stable qu'on vous a expliqué dans un contexte international se formalise un tout petit peu différemment, certes, mais se formalise aussi en droit intercantonal côté suisse. Donc, on pourrait imaginer que si de nouveau il y a une question de récurrence importante, on pourrait imaginer que l'employeur qui est sur Lausanne ou Fribourg, on pourrait prendre tes termes, Romain, on puisse lui reconnaître un établissement stable sur Genève. Tout à fait. Ouais, c'est une question effectivement qui s'est posée et pour laquelle on avait quantifié effectivement le nombre de salariés total de la structure versus le nombre de personnes qui venaient par hypothèse au bureau travailler à distance depuis Genève. Et effectivement, il était apparu que 2 personnes versus 300 ne posaient pas de problématiques particulières au niveau fiscal, mais c'est un point, effectivement, c'est un point intéressant celui que tu soulèves, Laurent. Très bien. Écoutez, on arrive un petit peu au terme de ce webinaire. J'en suis désolé parce qu'il y a encore beaucoup de questions qui arrivent dans la chat box. En tout cas, je voulais vous remercier tous les quatre, Muriel, Claire, Laurent et Mike, pour vos interventions, pour vous être prêtés au jeu de ce webinaire, de la préparation, mais aussi des questions-réponses qui ont été nombreuses. On va maintenant aussi indiquer vos coordonnées. Le webinaire sera disponible aussi en replay, donc il y a un lien qui va être envoyé aux participants. Et puis, je retiens le maître mot qui est anticiper, et je dirais peut-être anticiper et se faire accompagner, parce que ce sont des sujets qui ne sont pas forcément simples, ni pour la personne physique, ni pour la personne morale. Et cet aspect de conseil est important. Et donc, je pense que Mazars, vous l'avez démontré ce matin, est bien placé là pour accompagner les entreprises qui ont ces problématiques qu'il faut préparer maintenant, parce qu'effectivement, l'échéance du 30 juin, elle va arriver très rapidement.